T'as eu des vacances, toi, quand même, un peu? Je suis juste allée à Prague pour un festival. Non, mais... non, mais c'est pas vraiment des vacances, en fait. C'est juste, je suis partie 5 jours à Prague pour un festival. Du coup, c'est pas... Ah oui, ok. J'ai pas fait du... C'est comme si je vais à Cologne pour un salon, quoi. Ah, c'est ça. C'est un peu nul. Enfin, c'est... Comment? Il est horrible. C'est bien de juger. Non, mais nul dans le sens où tu profites pas de la ville, tu vas pas pour ça. Oui, Tu fais après, j'ai parce que pris c'est 2-3 jours pour me reposer et tout, mais c'était pas des vacances. Non, je pars aux vacances plutôt fin de l'année où je vais au Cambodge. Ah, trop tu l'avais cool. déjà dit, je crois. On en a déjà parlé. Oui, c'est vrai. Non, mais trop cool quand même. Bien sûr. Trop cool. Là, c'est des vraies vacances. Mais Ouais, là, tu m'étonnes. jusqu'à là, non. Que Trust, t'es indépendant, tu pars pas, c'est ça? On Non. n'en parle pas. Et de toute façon, Ah, on a déjà parlé, je crois, la dernière fois. Ouais, on en a parlé. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est histoire de bien remuer le couteau dans la plaie. Non, mais si vous voulez savoir ce que Ketrus a fait pendant Il a ses fait du vacances... gène. Il a fait du gène. Non, mais C'est vrai. écoute l'épisode d'avant, c'est tout. Enfin, Il faut Ah. écouter le 11, ouais. faut écouter le 11 après le 12, parce que d'ailleurs, le Contrecast épisode 12, c'est parti. C'est donc le 12e épisode du Contrecast et aujourd'hui on va faire un petit tour de table puisque la table est différente de la fois précédente. Vous l'avez déjà entendu, il y a plus de voix féminines. Enfin, c'est cool. Comment ça va, Ellie? C'est ton grand retour, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Oui, c'est vrai. Bonjour. Ça va, et toi? Moi ça va toujours très bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? D'un gentil jeu français et indé, A Plague Tale: Innocence. J'adore. On en reparle après. Ketrus, toi, t'as un petit sujet, je crois. Il y a un truc qui te tenait à cœur, tu m'as dit. Ouais. En fait, au début, je voulais pas faire de sujet, moi, mais tu m'as forcé. Je voulais pas te balancer, mais Il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachent que La vérité, on est là. maltraités. La vérité. Oui, on va parler d'un petit événement francophone de streamer qui s'est passé le week-end dernier. Alors, ça fait quelques week-ends maintenant parce qu'on enregistre tout ça, mais ça s'est passé récemment en tout cas. Très bien, on en parle juste après. Non, parce que ah oui. Il y a le décalage, tout ça. Si on En fait, enregistre, j'allais donner la date. tu peux donner la date, mais Ouais. dis pas c'était il y a 3 jours parce qu'en fait c'était il y a plus. Et puis si on nous écoute dans le futur, genre en 2030, on sait pas. Oui, mais C'était il y a longtemps. J'allais le dire, j'allais préciser. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais tu nous en reparles après. De toute façon, garde ta chronique bien au chaud. Et toi, du coup, Ania, quel est ton sujet? Bah écoute, moi je vais vous reparler d'indé parce que ça manquait quand même. Hein. et je vais vous parler du second titre de Kill Mondays qui s'appelle Little Miss Fortune. Super, je connais pas, et j'ai hâte d'en savoir plus. De toute façon, on peut y aller, hein, c'est parti pour les chroniques. Je ne sais même pas si Ania est à jour dans son fil rouge, mais comme souvent lorsqu'elle intervient dans le podcast, elle arrive avec un autre jeu indé tout mignon, du moins en apparence. Ania, peux-tu nous raconter ce qu'est Little Miss Fortune? Tricheuse. Alors, Ketrus vient de me traiter de tricheuse. Je pense que John l'a fait il y a 10 minutes en me disant que je n'avais pas C'est trop vrai. le droit. C'est vrai, tricheuse. Mais je le fais quand même parce que j'aime le jeu indé et que c'est pour ça que j'ai été intégrée à Screw. Il faut soutenir le jeu. Exactement. C'est Soutenez le jeu indé, bordel. Sinon, moi aujourd'hui, je vous parle de Little Miss Fortune. Donc, qu'est-ce que c'est Little Miss Fortune? Rappelez-vous sur l'épisode 6 du Contrecast. Attention, ça remonte à un petit peu de temps. Écoutez-le juste après ça. Exactement. Je vous avais parlé de Franbo, qui était en fait le tout premier titre d'un petit studio indé qui s'appelle Kill Mondays, donc un studio suédois. C'est la petite fille qui se droguait et qui se était droguait, schizophrène. exactement, qui avait assisté au meurtre de ses parents par une créature maléfique et qui, suite à ça, se retrouve dans un hôpital psychiatrique, prend des pilules pour voyager entre deux mondes. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Donc on va rester dans la même thématique et en fait c'est après 1 an de production. Ils ont sorti leur second titre en début de semaine, je crois, si je me trompe pas. Donc il y a quelques jours, il y a quelques quelques semaines, jours, voilà. au mois dernier quoi. Enfin, ça dépend de la notion du temps de Ketrus, et bien évidemment. Oh, comment tu fais la même erreur et tu le remets sur... Ok, pas de problème. Il n'y a pas d'erreur. C'est sorti récemment et C'est c'est moi déjà qui dispo, monte. donc c'est ce qui est important. Enfin bref, tout ça pour vous parler de Little Miss Fortune du coup. Mais juste avant, je tenais à le faire parce que on parle souvent des jeux et du produit en lui-même. On parle très très peu des gens qui sont derrière le jeu vidéo. Et en l'occurrence, c'est 2 personnes qui sont à la tête de Kill Mondays, donc c'est 2 Suédois, Natalia et Isaac Martinsson. C'est un peu genre le combo parfait, le couple parfait, parce qu'en fait, ils sont un couple aussi dans la vraie vie. C'est Natalia qui est une férue d'anime, elle a bossé dans l'animation pendant pas mal de temps, et
Isaac, qui est donc programmeur et compositeur. Et comme beaucoup de gens de l'industrie, ils font tout eux-mêmes, écriture, composition musicale, voix, film. Ils sont assez multitâches et ils basculent avec une facilité assez horrible dans tous les domaines, quoi. Et en fait, du coup, ils ont sorti le premier titre qui s'appelait Franbo, a eu un assez franc succès, faut le dire. Du coup, suite à ce succès-là, ils commencent à faire grandir le studio. Attention, on parle pas de 3000 personnes ou des 5000 personnes de chez 2K, de chez Take-Two. 2K. Pourquoi j'ai dit 2K? Bref. Il y a un 2. Bon. Mais ils sont passés de 3 personnes à, une dizaine, disons. Donc c'est un petit agrandissement de l'équipe. Mais voilà, c'est toujours des passionnés qui font ça à la mano, qui prennent le temps de faire les choses. Et donc, c'est deux titres qui ont Franbo et Little Miss Fortune, c'est 2 titres qui ont énormément de points communs. Et en fait, on va retrouver cet univers mi-enfant, mi-horreur, avec une intrigue autour d'un très très gros traumatisme, des héroïnes ultra jeunes, ultra innocentes et très empathiques. Et tout ça, en fait, je l'ai appris récemment parce que j'ai suivi une interview d'un autre podcasteur américain qui avait fait une interview donc de Natalia et je voulais en savoir plus sur le pourquoi le parti pris graphique, pourquoi l'univers, parce que c'est franchement quand tu regardes Franbo et Little Miss Fortune, c'est assez semblable. Du coup, je connais la triste histoire. En fait, Natalia a été violée dans le passé, dans la vraie vie. Donc, désolée, c'est pas forcément très, très joyeux, mais elle a été victime d'un viol. Et en fait, elle expliquait en interview que ces 2 jeux, Franbo et Little Miss Fortune, c'était un peu une façon pour elle de démarrer le processus de guérison. Parce que ça lui permettait d'extérioriser, de mettre des mots, des images sur le traumatisme qu'elle a vécu. Et en fait, il y a énormément de références sur lesquelles elle s'est attardée, comme les 2 petites filles qui souvent sont très entourées par la violence et qui essayent malgré tout de survivre à tout ça et de faire face au mieux. C'est un peu, c'est très personnel et c'est l'histoire de Natalia, donc c'est ultra émouvant et c'est une façon pour elle d'extérioriser, de relater cette période hyper sombre de sa vie. Et même pour ceux qui n'ont pas forcément vécu de traumatisme ou quoi, je pense que chacun peut se référer à ces morceaux d'histoire c'est ultra émouvant. Donc je tenais à faire cette parenthèse parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces gens qui se cassent les pieds à faire des jeux indés de très bonne qualité. Et tu as raison, c'est un sujet important, donc c'est bien d'en parler. Et tu as découvert ça avant ou après avoir fait le jeu? J'ai découvert ça après. D'accord. Donc ça n'a pas altéré en aucun cas mon jugement final sur le titre, mais en tout cas ça a apporté un peu de contexte et effectivement en fait du coup ça me renvoie au premier titre auquel j'ai joué et ça fait écho sur pas mal de choses en fait. Donc voilà. Mais du coup, pour en revenir à Little Miss Fortune, donc cette fois-ci, on n'est plus dans la peau de Franbo, mais dans la peau de Miss Fortune Ramirez Hernandez. Cette fois-ci, dont les parents sont encore vivants, mais qui ont malgré eux un très très fort penchant pour l'alcool et la dépression. Du coup, l'environnement familial est creepy à souhait, au même titre que avait Franbo. Et tout est loin d'être rose pour notre héroïne. Et c'est pour ça qu'elle va en fait accepter très vite un deal assez saugrenu. Donc du coup, un matin, elle se réveille tranquillement. Une voix étrange commence à l'interpeller et lui propose un jeu dont on ignore tout, mais avec à la clé le bonheur éternel. Rien que ça. Et il s'avère qu'on va quand même accepter, puisque de toute façon, on n'a pas le choix. Ça fait partie de la narration. Mais aussi parce que pourquoi est-ce qu'elle accepte ce deal-là, c'est parce qu'elle tient à offrir le bonheur éternel à sa mère.
Et pour vous contextualiser, voilà, on a quelques scènes de début de jeu qui démarrent avec, qui relatent voilà, le fait que sa mère est tombée dans l'alcool, que son père est pas très présent. Enfin voilà, c'est des thématiques assez glauques et très très voilà, sombres à chaque fois. Et ça aussi, ça relaie des faits réels ou c'est... Alors, c'est pas forcément lié à l'histoire de Natalia. Mais en tout cas, c'est toujours ce même environnement un peu traumatisant et en fait, comment l'héroïne fait face à cet environnement un peu hostile et un peu violent. Du coup, elle va accepter ce deal-là avec cette voix dont on ne connaît rien. Et puis voilà, tout ça pour l'offrir à sa mère. Et j'espère que vous faites tous des hauts derrière vos écrans ou derrière vos téléphones, ou peu importe sur le device sur lequel vous écoutez. Mais je trouve que c'est très innocent, mais ça reste une quête hyper humble et louable. Et je trouve que ça, voilà, dans le jeu vidéo, faut qu'on arrête de sauver le monde. Des fois, c'est plus petit, à plus petite échelle. C'est juste offrir le bonheur à quelqu'un qu'on aime. Voilà. Exactement. Je te sens particulièrement touché par cette histoire ouais, par rapport aux autres. C'est, voilà, de toute façon, je vais vous en parler un peu plus en détail, mais grosso modo, voilà, donc on en revient au fait que la voix nous dit, voilà, on va jouer à un jeu. Et il n'y a pas de règles, mais il y a un seul objectif, c'est arriver jusqu'au bout de ce jeu. Sauf qu'en off, donc là, il s'adresse à Little Miss Fortune, mais en off, il va aussi s'adresser aux joueurs. Et il va en fait nous dire, voilà, je lui ai proposé ce deal-là, mais je sais pertinemment qu'elle va mourir à la fin de cette journée. Ah. T'arrives à casser l'ambiance après l'avoir remonté, c'est exactement. L'ascenseur émotionnel. Exactement. Et du coup, ça paraît quand même hyper mal parti. Donc, au début de l'aventure, la voix semble assez avenante et elle, voilà, au fur et à mesure de l'avancée et de la progression dans l'histoire, elle se fait assez protectrice vis-à-vis de la jeune héroïne. Et puis, au fur et à mesure, le ton va vite changer et tu sens que la voix va nous inciter à nous éloigner de plus en plus du cocon familial et à nous aventurer vers l'inconnu. Et on ne sait toujours pas pourquoi, d'ailleurs, puisque voilà, on suit cette quête juste bêtement et innocemment. Et c'est assez... alors, c'est comme Franbo, il y a énormément de sarcasme et d'humour noir derrière tous les dialogues, en fait. Et parfois, elle va te raconter des anecdotes complètement nulles, comme ce qu'elle a fait à l'école la veille, ou le fait qu'elle trouve que les adultes sont dégueulasses parce qu'ils ont de l'argent et qu'elle aimerait bien avoir de l'argent en tant que petite fille pour pouvoir s'offrir énormément de choses. Enfin, c'est des remarques qui, voilà, sont pas forcément, enfin qui sont hors contexte, mais qui va alimenter un peu l'histoire. Parce que côté gameplay, contrairement à Franbo, ça va moins être de la collecte d'objets. Donc grosso modo, tu vas te déplacer à droite et à gauche de ton écran pour te déplacer. Tu vas t'aventurer en ville, dans la forêt, jusqu'à aller jusqu'au lieu où la voix essaie de te mener. Et t'as pas forcément beaucoup d'énigmes sur le chemin. T'as 2-3 trucs à faire et 2-3 objets et éléments du décor que tu vas devoir activer pour avoir des parenthèses narratives. Mais c'est vraiment plus proche d'un walking simulator que d'un point and click classique, quoi. D'accord. Donc tu vas collecter des objets, mais tu sais pas forcément si in fine ça va te servir ou non. Donc voilà, ici c'est très simple, on te dit dès le départ, on va te poser des questions, donc la voix va te poser des questions et il n'y a pas de bon ni de mauvais choix, mais il y a juste des conséquences. Donc tu essayes, avec le peu d'intuition que tu arrives à avoir, de trouver, de savoir, d'essayer d'orienter la fin de ta narration en te disant voilà, j'ai choisi pour ce choix-là pour essayer de réaxer parce que j'ai fait un choix creepy ou nul précédemment. Mais il n'y a vraiment rien qui t'indique que t'as chié ou pas, en fait. C'est clairement, il n'y a pas de notion de t'as bien joué ou pas. C'est selon toi. Donc voilà, c'est beaucoup de narration
elle a fait, je sais qu'il y a eu énormément d'efforts sur des cinématiques entre chaque chapitre. Et il y a énormément de travail d'animation qui sont hyper rigolos. Ne serait-ce que les expressions des persos. En fait, tous les adultes portent des masques pour ne plus devoir exprimer leurs sentiments. Dans l'univers de Little Miss Fortune, et elle est la seule en fait dans cet univers-là à continuer de sourire et tout ça. Et d'ailleurs, elle a un atout hyper mignon, c'est que Little Miss Fortune aime les paillettes. Donc du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre une bouteille de paillettes, un pot de paillettes avec elle, et à chaque fois qu'elle va faire face à une situation un peu angoissante, elle va jeter des paillettes en disant bon, voilà, tout va bien maintenant, tu vois. Et c'est à l'image de ce personnage-là elle est innocente à souhait et elle déborde de joie. Et c'est vraiment, ça fait vraiment un très très gros contraste avec l'univers sur lequel tu t'aventures au fur et à mesure, quoi. Donc tout se boucle globalement en 3 heures de jeu. Je sais que ça fait pas beaucoup dit comme ça, mais voilà, il faut savoir qu'ils ont shippé le jeu en 1 an parce que en fait, comme je vous l'ai dit il y a 10 minutes, c'est un petit studio, donc en fait il faut qu'ils arrivent à rentrer dans le budget et qu'ils puissent en fait mettre en vente leur jeu pour pouvoir réussir à faire vivre et à subvenir aux besoins des nouveaux arrivants et des nouveaux salariés. Donc voilà, ça explique pas tellement le fait d'eux. Je dis pas que tous les jeux devraient shipper pour en un temps record juste pour ça, mais ça fait partie de l'équation en tout cas. Et je crois que c'est disponible sur Steam, Humble, GOG et Origin. Je sais qu'il y a un portage Switch qui va se faire, mais beaucoup plus tard. Parce que là, ils étaient concentrés sur la plateforme PC. Donc c'est 17 €, je crois. 16 € et quelques. Je crois l'avoir vu à 20 sur Steam, mais ça dépend peut-être des plateformes. C'est peut-être la version plus avec des assets en plus, non. D'accord. Je pense. Bon, parce qu'il y a t'as plusieurs packages, mais oui, entre 15 et 20 €. Et voilà, c'est 3 heures, mais c'est vraiment super chouette. Et voilà, et je peux difficilement vous en dire du mal parce que j'aime ce format-là de jeu indé, donc c'est pour ça que je vous en parle. Ça ira pas à tout le monde, c'est très certain que certains vous diront que c'est nul et que c'est ennuyeux à mourir, mais il suffit d'être un peu ouvert et de profiter ne serait-ce que du travail graphique derrière, parce que visuellement ça tabasse. Franchement, c'est t'aimes ou t'aimes pas la DA, visuellement c'est super cool et c'est ultra mignon, et toutes les voix sont faites maison, donc c'est soit le dev, soit Natalia qui sont en charge. Et c'est assez chouette. Du coup, tu l'as terminé une fois ? J'ai terminé une fois. J'aimerais bien le refaire pour essayer de m'attarder sur 2-3 éléments, parce que j'avoue que je l'ai un peu speedé. Sans le rusher, je l'ai speedé un petit peu, parce que je voulais vraiment avoir prendre le temps d'avoir un peu de recul sur le jeu. Je voulais pas le faire à chaud, quoi. Et voilà. Je vous le conseille, et encore une fois, faites Franbo aussi si vous êtes intéressé par le travail de King Mondays. Ils font vraiment du beau job, et ils font des vlogs, des dev blogs, où ils racontent à chaque fois leur petite victoire quotidienne sur telle ou telle partie du jeu, et c'est vraiment super chouette. Et voilà, les mecs sont humbles, et c'est ça qui ne fait que bonifier le produit final. Et voilà, allez-y. On peut mettre le lien, il est déjà présent, le lien de tous ces articles, et d'ailleurs on peut aussi mettre le podcast dont tu parlais. C'était un podcast, hein. Tu disais où tu as découvert ouais, c'est un podcast où j'ai découvert en fait l'histoire de Natalia, mais ouais, je pourrais vous mettra ça dans les liens. Et c'est déjà présent, c'est parfait. Et du coup, je me pose une question, sans parler du contexte qu'il y a autour du jeu, mais est-ce que le jeu indé mignon mais chelou, c'est pas ton nouveau genre préféré ? Je pense que ça l'a toujours été, quelque D'accord. part. Après, je ne fais pas que ça. J'essaye de m'orienter vers autre chose. Mais là, vu que j'attendais la sortie, je voulais absolument vous en parler et pouvoir partager leur petite histoire avec vous. Très bien. Quetrus, je t'ai senti tout aussi ému. Ouais, complètement. En plus, je regardais
leur site. Et comme tu dis, ils ont une partie blog et il y a une Natalia qui expliquait dans un article en juillet quelles sont leurs intentions dans le fait de faire un jeu vidéo. Et qui c'est plus faire le fait de pas forcément de donner des émotions mais aussi de les explorer et à travers le jeu de mieux se connaître, d'en sortir grandi, etc. Et ouais, ça me parle complètement ce genre de choses et ça revient à une discussion qu'on avait dans le dernier Comics Outcast, donc le 126 pour pas dire le dernier, petite pub parce qu'en fait on chroniquait Mouse qui est un vieux comics qui parle de la Shoah, etc. et du grand-père d'Art Spiegelman, l'auteur. Et en fait, c'est un des premiers. Pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est une des premières BD vraiment entre guillemets, avec des gros guillemets, sérieuses, et qui montrait que en fait la BD n'était pas juste un art de divertissement et qu'on pouvait aussi l'utiliser comme un média, comme tu vois le cinéma ou la musique ou la radio, qui était déjà. On sait déjà qu'on peut parler de choses sérieuses. Et en fait, le jeu vidéo et la BD. La BD, c'est un peu, c'est gagné un peu, mais pas complètement, parce que la BD reste encore un truc dans l'imaginaire des gens, quelque chose d'un peu enfantin, de divertissement. Et en fait, non, on fait pas que du divertissement, on peut aussi parler de choses sérieuses. Et tu vois, dans ce que font Kill Monday Games, j'ai l'impression que c'est aussi ça, quoi. Ou comme on en parlait aussi en Terre-moi mon amour. Est-ce qu'on peut parler de jeux ? Moi, je pense que c'est des jeux, mais c'est juste que le jeu est un média comme un autre, dans lequel on peut évoquer des sujets graves. Exactement. On peut aussi l'utiliser, pas juste dans une optique de performance ou de skill, comme la plupart des jeux vidéo, et c'est pas du tout une critique, c'est très bien que le jeu vidéo soit aussi ça. On sait que maintenant que les jeux vidéo racontent une histoire aussi à travers des choses avec le gameplay, mais là, on a encore une autre facette, on a une autre couche qui est... presque qui va nous aider à de l'introspection, qui va nous faire explorer des émotions, des choses, des situations qu'on ne pourrait pas vivre. Et tu as évoqué des problèmes graves. Et dans Fran Bro aussi, c'était le cas. Et voilà, je suis hyper fan. Je suis assez ému aussi parce que tu avais vachement d'émotions dans ta voix. Et puis quand tu lis en fait leur dev blog, leur blog, en fait, c'est hyper sincère. T'as l'impression que c'est une petite équipe, mais qui est quand même présente au niveau international. Et ouais, c'est génial. Il faut soutenir ce genre de choses. Et c'est un pan du jeu vidéo qu'il ne faut pas ignorer. C'est pas juste des AAA, c'est pas juste des jeux de skill ou de compétition. On a aussi ce genre de choses qui sont des petites pépites, quoi. Donc ouais, j'ai un peu honte de ne pas avoir joué à ces jeux-là. Et je pense que je vais me rattraper très rapidement. C'est marrant parce que ça me rappelle un peu Sea of Solitude. Qui me semble, j'avais vu dans un reportage, je crois que la créatrice ou la dev, je sais plus, qui disait qu'elle a raconté un peu son histoire, son rapport à la dépression. Et c'est pour ça qu'elle avait fait ce jeu pour aussi une sorte de guérison. Donc, c'est pour ça que ça me rappelait beaucoup. Ouais. Mais je pense qu'il y en a énormément qui sont dans cette démarche-là. Je dis pas que c'est la grosse majorité et c'est pas le leitmotiv des développeurs indés, mais effectivement, en fait. Ce qui m'a convaincue finalement, c'est que sans le contexte, j'étais déjà très accrochée par l'univers et que finalement, en fait, le côté petite équipe et tout ça, ça n'a fait que m'agripper. En fait, moi, j'adore ce qui est un AAA. T'as du mal à palper tout le travail qu'il y a. Et je dis pas qu'il n'y a pas de travail. Je dis que quand tu connais l'équipe de 10 personnes qui a fait telle ou telle partie du gameplay ou telle partie du jeu, bah ça offre une autre dimension sur. En fait, ça te fait t'attarder sur les petits détails de ces titres-là, et tu sens que tout est fait maison. C'est-à-dire que il y a pas un truc. Il n'y a pas un truc qui sonne faux et parce que voilà, c'est alors tout est libre à interprétation, mais voilà, tu sens que c'est du homemade et c'est encore plus satisfaisant en fait de faire partie de cette dynamique-là. Parce que je pense qu'il y a des millions de joueurs qui ont joué à Franbo. Je dis pas qu'on est une petite communauté, mais en tout cas c'est ce que les devs nous font ressentir quand ils nous parlent de leur jeu et quand ils prennent le temps de répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est le genre d'attention qu'on peut pas forcément avoir avec un gros éditeur. Donc voilà, le jeu indé, c'est aussi ça, c'est aussi du partage hors jeu vidéo. Et voilà, et j'aurais du mal à vous en dire plus, à dire vrai, mais... Ouais, je crois que t'as tout dit, en tout cas ça donne envie d'y jouer, et c'est clair que même en dehors de cette cause, le jeu a l'air bien, et en plus avec ça, t'as envie de t'y pencher, et évidemment le côté indé
rend la chose un peu plus attirante, je pense. Donc, moi, je pense que je vais l'attendre sur Switch parce que j'ai beaucoup joué sur Switch, mais c'est clair que je vais le faire, quoi. Donc, Moi aussi, je pense aussi. on a l'air tous très très convaincus. En tout cas, merci. Donc, c'était Little Miss Fortune qui est déjà disponible sur Steam et tu disais GOG, enfin, GOG, Humble, enfin toutes les plateformes. voilà, desktop, les ordinateurs, PC, tout ça. Et c'est autour de 15-20 $. On dit que les jeux vidéo, ça isole, que ça rend violent, que ça rend insociable. Et pourtant, il y a des événements qui nous prouvent le contraire, avec notamment le Z-Event, qui a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines. C'était la 3e édition, je crois, mais Ketrus, j'ai toujours du mal avec ton pseudo. Tu vas nous en parler. Comme tu veux. Ouais. Non, on dit Ketrus, il y a un épisode dédié à ça. Bref, tu vas nous parler du Z-Event, nous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a rapporté et pourquoi c'était bien d'en parler. Donc oui, c'est un événement qui a rassemblé une 50aine de jeunes dépravés, hystériques, glandeurs parce qu'ils ne font que jouer aux jeux vidéo toute la journée. Bien sûr. Et en plus, ils osent gagner de l'argent avec ce que je trouve complètement indécent. Il faudrait mieux trouver un vrai boulot. Jaloux ? Voilà, donc j'ai rien à en dire. C'est honteux. Moi, je vois pas la France comme ça. Non, pas du tout. Donc alors The Event, la 3e édition, qui s'est déroulée du 20 au 23 septembre, donc il n'y a pas si longtemps. La semaine dernière. C'est ça. Il y a 10 jours. Voilà, donc maintenant on commence à connaître l'événement. L'année dernière, ils avaient récolté un peu plus d'1 million d'euros. Donc qu'est-ce que ça c'est donc une 50aine de streamers qui se réunissent, donc streamers Twitch, pendant donc 3 jours. Je ne sais plus exactement combien d'heures de streaming c'est. 50 ou 60, j'ai plus le chiffre en tête, mais et le but consécutive de cette réunion, donc avec un stream non-stop, enfin pas non-stop tous, parce qu'ils avaient une règle où ils n'avaient pas le droit de streamer plus de 24 heures parce qu'ils devaient faire un peu dodo. Oui. C'est bien. Chacun, et c'est bien. Pousse les gens donc à plutôt que de s'abonner à leur chaîne, ce qu'ils font d'habitude et c'est normal parce que c'est leur boulot, mais pousse les gens à donner de l'argent, un peu comme un téléthon. Il y a certains qui l'ont même nommé téléthon du jeu vidéo. Et là, pour une grande cause, et là c'était l'Institut Pasteur. Donc à l'origine de The Event, en fait bien avant, c'est ce que Zerator expliquait, c'était que avant ça avait été mis en place, ça se faisait chez lui, et c'était en fait pour des situations de crise, comme il y avait eu, je crois, un tremblement de terre, et en fait ils se réunissaient, ils essayaient de réunir de l'argent, et au fur et à mesure que le temps passe, ils ont organisé ça un peu plus sérieusement, j'allais dire, mais c'est pas sérieusement, mais à plus grande échelle en tout cas, et une fois par an. Et là ils ont battu un record total et absolu de 3,5 millions d'euros. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu sur un événement caritatif Twitch autant d'argent réuni, et je pense que ça dépasse même beaucoup plus que ça dans les événements caritatifs, on va dire IRL. C'est une véritable bombe parce qu'en fait c'est marrant parce que le jeu vidéo et Twitch, et en fait quand on parle autour de toi, etc., les gens entre guillemets pas normaux, mais en tout cas qui s'intéressent pas aux jeux vidéo, connaissent absolument pas. Tu leur dis des noms de streamers, ils les connaissent pas. Et là d'un seul coup t'as l'impression qu'une fois par an, parce qu'ils récoltent beaucoup d'argent, t'as toutes les chaînes de télé, les radios qui les reçoivent, t'as même Emmanuel Macron qui les a félicités en direct, qui a tweeté, enfin tout ça. Comme l'an dernier, je crois d'ailleurs. Comme l'an dernier, mais en fait, ce qui est assez génial, parce que du coup, ça met en avant le jeu vidéo un peu de façon artificielle et superficielle pour moi, mais bon, c'est pas grave. C'est bien aussi quoi qu'on le voit, parce que ça génère beaucoup d'argent, ce qui est un peu paradoxal. Mais bon, peu importe. Donc cette année, il y a eu énormément de stars. Il y avait Gotaga, il y avait Squeezie, joueur du Grenier, Antoine Daniel, Magla, etc. Mais il y avait surtout quelqu'un qui a vraiment marqué l'événement, c'est Squeezie. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense que quand t'as plus de 30 ans c'est compliqué d'accrocher à Squeezie, mais en tout cas moi par exemple mes enfants ils sont fans, et du coup cette année en fait t'as l'impression que ce mec a complètement boosté l'événement, a fait venir toute sa communauté, a fait des goals énormes, genre il a fait 75 000 euros en quoi, je sais même plus. Ouais, en fait je pense que c'était même affiché dans son parce qu'en fait chaque streamer, le Z-Event, tu peux aussi en macro suivre chaque streamer en ligne, et sur sa chaîne c'était un seuil de 100 000 euros minimum. Il a fait 75 000 au début. Ouais. Et du coup, en fait, ça a explosé. Mais effectivement, c'est même pas une question de jeu vidéo. C'est des gens qui effectivement font du jeu vidéo, ils font du contenu stream sur du jeu vidéo. Mais là, en l'occurrence, c'était, je sais pas, je suis tombée sur un moment où ils faisaient du Pilates ou je sais pas quoi.
avec Gotaga et compagnie. Mais oui, c'était complètement absurde. Mais tant pis, effectivement, ça donne de la visibilité dans tous les cas. Mais c'est un peu étrange. C'est juste une bande de potes qui font les comptes devant un écran, fan caméra, pour rapporter de l'argent pour une bonne cause. Donc, ça ressemble un peu à ça, ouais. Mais... D'ailleurs, ils sont lancés des défis. Enfin, il y en a qui va faire le marathon. Il y en a, je sais plus les trucs en tête. Alors, ils avaient lancé ça. C'était pour. Ça y est, j'ai oublié le nom. Mais ça va revenir. Pour Domingo, en fait. C'était Domingo, ils avaient lancé... Ah bah non, c'est lui, peut-être les 75 000 euros, je crois. 125 000, non, je crois que 125 000 euros, ils avaient lancé un défi. Tellement de chiffres. Et si atteignaient ce goal, ils faisaient le marathon. Et en fait, t'en as plein, et dont Squeezie, en fait, qui a essayé d'engrainer tout le monde là-dedans. Donc, ils vont être à peu près une vingtaine à faire le marathon. Ouais. Sans préparation, c'est chaud. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais même eux, ils le disent, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'il y en a plein qui n'arriveront pas à le faire parce que le marathon, c'est physiquement déjà c'est dangereux tout ça. C'est pas grave. Et eux-mêmes ont l'autodérision de dire que le marathon, c'est pas souvent compatible avec un streamer Twitch, à part de rares exceptions, quoi. T'as aussi un autre qui a son goal, c'était de rentrer en vélo de Montpellier à Marseille. Oui. Il l'a fait. Ouais. Bon, il faisait une sale gueule quand le goal a été atteint. Ouais, mais encore une fois, c'est une bonne cause, donc c'est. Oui. Mais ça a marché, ouais, et c'est une bonne cause, et en fait, ça fait plaisir parce que tu te dis, tu peux te poser la question de, enfin pas moi, pas nous, je pense, mais quand tu parles à des gens qui sont pas dans le jeu vidéo, de se dire ah bon, il y a des gens qui font du stream de jeux vidéo et qui gagnent l'argent comme ça, mais les gens payent. Bah ouais, les gens payent parce qu'en fait, ils regardent, tu consommes un produit et puis les mecs bossent en face et tout ça, quoi. Et en fait, tu te dis, ouais, mais les gens payent pas juste pour voir des jeux vidéo, ils payent aussi quand on leur demande de participer à un événement caritatif voilà, mondial, quoi. Et c'est hyper rassurant et moi, je suis fier de la communauté jeux vidéo FR là-dessus, quoi. Et c'est FR, quoi. C'est pas mondial, ça se passe pas aux États-Unis pour une fois, etc. C'est vraiment un truc qui s'est fait en France. À titre de comparaison, il y a les Games Done Quick qui durent à peu près autant de temps. Je pense non, même plus que ça d'ailleurs, c'est plus une semaine. Et qui rassemblent à peu près la même somme en fait pour des gens qui battent des records. Donc c'est un concours de speedrun, c'est-à-dire qu'il faut faire le jeu, le terminer le plus rapidement possible. Et ils enchaînent ça et il y a des dons qui sont collectés pendant cette semaine-là. Donc c'est 2 fois par an aux États-Unis. Et je crois qu'ils rapportent dans les 2, 3, 4 millions de dollars par événement. Et au final, sur un truc comme ça, avec la France, on rivalise, entre guillemets facilement. Facilement, c'est peut-être pas le bon terme, mais on a réussi à monopoliser des gens comme ça pour le même genre de cause en fait. Par rapport à la population américaine, à la population française, c'est un exploit. Et en plus, je sais pas si on se rend compte, alors il y a eu à peu près 3 millions de dons sur le stream et 500 000 à peu près euros en goodies, donc t-shirts, ce genre de choses. Et en fait, ça représente pour l'Institut Pasteur 10% de leurs dons annuels. En un week-end. En un week-end. C'est quand même c'est beau. C'est beau. C'est clair. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur un truc. Tu as dit que Squeezie, quand tu as plus de 30 ans, tu l'apprécies pas. Moi, je suis pas ce qu'il fait au quotidien sur ses vidéos. Enfin, il m'a déjà fait rigoler, clairement, même si je suis pas trop fan de sa voix, mais c'est un détail. Mais je trouve que c'est un fabuleux orateur, justement. Il a réussi à captiver des gens assez il a une force de frappe qui est incroyable. Enfin, quand il fait un tweet ou autre, mais le nombre de gens qui le suivent, c'est hallucinant. Je parlais de son contenu, attention. D'accord. Je parle pas de la personne, parce que je la connais pas, tu vois. Moi, je préfère regarder tout ce qui est hors jeu vidéo. Ah, on peut demander l'avis à un enfant qui a débarqué dans le studio. Ah, donc on est dans un studio particulier aujourd'hui. Et, tu regardes Squeezie, toi ? Oui. Est-ce que tu peux venir reparler au micro pour dire ce que tu penses de Squeezie ? Tu viens. Tu dis-nous ce que tu penses de lui. Je trouve que parfois il est drôle, même si parfois il est un peu immature. Enfin, il aime bien les choses prout, caca, et parfois par exemple quand il avait une vidéo de quelqu'un qui proute, il rigolait. Donc c'est vrai que parfois il est drôle, mais parfois il l'est pas trop. Une analyse peu pertinente. Et ton youtubeur préféré, ce serait qui alors ? Peut-être pas Squeezie, mais alors ce serait peut-être un que vous connaissez pas. Il s'appelle Michael J. Il est... Effectivement, je connais pas. Avant, il était sur une chaîne qui s'appelait Voxmaker avec plein d'autres personnes youtubeurs. Et oui, peut-être youtubeuses, je sais pas. Et quand ils ont décidé de fermer la chaîne, toutes les vidéos où il était, il les a mis sur une chaîne. Et ensuite, après, il a continué ses vidéos. Et tu as quel âge, juste pour qu'on sache si tu es ? J'ai 10 ans.
Les enfants sont formidables. Ouais. Clairement. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Donc on a un peu perdu le fil, on parlait de Squeezie, on parlait de son contenu. Ouais. Et, mais en tout cas c'est le youtubeur le plus connu qui était présent, enfin le streamer le plus connu, pardon je dis youtubeur, mais et il arrive à faire des choses, le vidéaste tout simplement. Et de manière générale c'est très beau ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait. Et je sais pas s'il y a eu des faits marquants durant ce week-end en dehors des différents défis qui sont lancés. Évidemment le final où il disait bon on est à 3 millions et quelques, on peut battre le record, on savait que ça allait être explosé. Et comme on sait on suppose fortement que l'an prochain ils vont faire encore mieux, est-ce que, comme tu disais, c'est pas le Téléthon de demain, ce Z-Event, ce genre d'événement? C'est peut-être le Téléthon de la génération pas télé, quoi, la génération Internet où tu vois Twitch, YouTube en fait. C'est tout simplement ça. Parce que est-ce que nous on regarde le Téléthon? Moi jamais. On l'a regardé étant jeune, je pense. Mais je suis pas sûr, ouais. Je sais pas si tu te souviens de ta jeunesse, parce que c'était il y a plus longtemps. Quand il y avait que nous. qu'une seule chaîne, c'est ça. En noir et blanc, bien sûr. Et tu le voyais plus dans ta rue, à la limite, Téléthon, parce que c'était vraiment partout. Oui, c'est vrai. Là, c'est que sur Internet. Non, mais je disais, le Téléthon, quand j'étais petite, c'était plus ça qui m'a marqué. C'est pas forcément la télé, mais que ce soit partout, en fait. Mais qui dit que demain, on n'aura pas des streamers qui seront présents partout dans les rues aussi. Ce serait cool, ça. Parce que là, donc, ça avec avait des eu animations et tout. Exactement. C'était à Montpellier, parce qu'ils avaient une espèce de grande salle, grande pièce dédiée. Et ça n'a pas été compliqué, je pense, de rassembler tout ce monde-là. Après, je sais pas s'ils vont continuer à augmenter les tailles des salles pour avoir de plus en plus de streamers, pour avoir de plus en plus de dons. Mais je sais pas du tout comment ils choisissent et comment ils. Je suis pas sûre que en soi augmenter le nombre de streamers, c'est pas forcément une bonne idée, dans le sens où je pense que ça demande énormément de taf et de logistique derrière, mais en tout cas faire un turnover des stars et des streamers connus pour là par exemple cette année on n'avait pas Link et Terracid qui avait du coup marqué l'année précédente parce que Link a fondu en larmes pendant son stream quand ils ont atteint le million, je crois, ou je sais plus trop. Mais oui, ça avait fait un buzz incroyable où toute sa communauté l'avait soutenu. Et c'est pour ce genre de moment qui pourrait arriver dans n'importe quoi, mais qui est recontextualisé dans du jeu vidéo, qui fait vraiment plaisir à voir. Et c'est chouette d'avoir toutes ces personnes talentueuses pour représenter la communauté. Mais il me semble qu'il y a un autre event qui s'appelle Deserbus. Oui, qui est juste après d'ailleurs, je crois, et qui avait un peu peur de passer... je sais qu'ils avaient communiqué sur Twitter, pardon, putain, je parle comme je n'arrive plus à parler, qui avait fait un communiqué sur Twitter en disant que voilà, n'oubliez pas, on est là, exactement. Et clairement, c'est pas du tout les mêmes montants. J'avais eu la chance d'y participer il y a 3 ans et je crois que c'était 60 000 € à rassembler, ce qui est déjà très bien et énorme. Et on donne 1 heure de son temps et les invités s'enchaînent et défilent à jouer à un jeu de merde, hein. Clairement c'est le terme. Je sais pas si vous connaissez le... Oui, tu conduis un bus, c'est ça? C'est un bus qui roule, qui dévie légèrement à droite de temps en temps. Il faut le remettre sur la route. Il faut le remettre, exactement. Ouais. Et des fois, tu as une mouche je sais plus, une moustique qui vient s'écraser sur le pare-brise, donc tu as une tâche pendant 4 heures. D'accord. Et la course dure 8 heures, et si tu fais cracher le bus, faut recommencer à zéro. Et en général, il faut cracher 1 fois ou 2 dans le week-end, et 4-5 fois, ils arrivent à arriver au bout, quoi. Mais c'est voilà, tu restes appuyé et tu vas à gauche ou à droite pour rouler droit, quoi. C'est nul. C'est absolument nul. Vidéo YouTube de 8 heures, hein, si vous voulez. Ouais, je vous encourage à ne pas regarder. Ouais. Parce que... si vous êtes tout seul le jour de l'an, par exemple. C'est triste. Mais t'es sur un bon sujet. Ouais. Après, il me semble qu'ils invitaient des personnes du monde du jeu vidéo aussi. Tout à fait. Pas que des streamers d'ailleurs. Hein, il y avait un peu. Il y avait David Cage au dernier, non? Oui, je crois, oui. L'année où je suis passé, j'étais à l'avant-dernière heure et après moi, il y avait Donald Regnault et Bertrand Amar, donc qui sont des noms assez connus dans le monde du jeu vidéo. Juste pour rappel aussi, tu disais que l'an dernier, on avait fait 1 million aux Z-Event et en 2017, c'était 480 000. Et ils avaient quand même fait une première édition en 2016, c'est le projet Avengers et c'était 170 000 €. Donc là, on voit qu'on a fait fois beaucoup en 3 ans. C'est incroyable, je trouve. Et je me demande quelles répercussions ça peut avoir en fait sur les médias traditionnels, tu vois. Déjà, je pense que comme tu dis, on en parle juste le week-end, la semaine qui suit ce week-end-là, ne serait-ce qu'à la machine à café avec des gens qui sont pas du tout dans le monde des jeux vidéo. J'ai entendu parler d'un truc de jeu là, il y a eu des dons 3 millions là. Et rien que ça déjà, ça a une première force. Et je pense qu'on peut pas critiquer ce genre d'événement. À aucun moment on peut dire ouais mais c'est que des gars qui jouent, comme on l'a un peu dégré tout à l'heure. Est-ce que des mecs qui font le con dans la caméra, quoi. Donc je trouve que c'est une première étape pour en parler et puis à force on va s'habituer et peut-être que comme on disait ça peut remplacer un Téléthon
Ouais, sûrement. ou Dans être plus l'avenir. connu. Parce que la génération d'ados, d'enfants qu'on a autour de nous, ou que nous sommes plus ou moins, maintenant, même si on a un peu grandi, va grandir, va évoluer, et la génération Téléthon va peut-être, entre guillemets, disparaître. Et du coup, c'est un peu méchant ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que les mœurs évoluent, et peut-être que le jeu vidéo sera beaucoup plus présent dans 10-20 ans. Ce sera plus normal et naturel de parler de jeux vidéo comme on parle de cinéma aujourd'hui, quoi. Ouais, exact. Ouais. On verra. En tout cas, encore bravo pour cet événement. Bravo. Grand bravo. Ouais, non, c'est super cool. Donc c'était le Z-Event qui avait lieu fin septembre, comme tu disais, avec Truss, et on a hâte de revoir d'autres événements de ce genre. J'ai eu la chance de découvrir Plectel lors du What's Next, l'événement de Focus Home Interactive, en 2017. 2 ans plus tard, le jeu est sorti et j'espérais fortement que l'un ou l'une d'entre vous allait en parler dans le Contrecast. Et c'est toi, Ellie, qui a ce privilège. Magnifique. S'il te plaît, dis-nous que tu as aimé. Alors, déjà, je vais commencer par dire que depuis Life is Strange premier du nom, c'était pas que j'étais à la recherche d'un jeu, mais c'était quand même difficile de me dire oui, je vais avoir un autre jeu qui va me donner des émotions et une surprise pareille. Et là, le 14 mai dernier, donc pour Ketrus, c'était il y a le running gag de l'enfer. Donc en 2019. Le studio indé et bordelais Asobo sort sa petite pépite A Plague Tale Innocence. Oui. Alors, édité par Focus Interactive, ce jeu m'a d'abord intrigué pour 3 petites raisons, qui sont quand même grosses. Donc d'abord, j'adore les jeux narratifs, donc son côté narratif et aventure, mais aussi son visuel au cœur du royaume de France en 1348. Donc déjà, historiquement parlant, je trouve ça vraiment très cool. Voilà. Et deuxièmement, la mise en avant d'un tandem, donc Amicia et Hugo, donc qui sont frères et sœurs, qui rappellent sans doute quand j'ai parlé de Nier et de la liaison entre le père-fille, j'adore les jeux où la liaison est très forte. Donc du coup ça m'a plus touchée, suscité mon intérêt, et aussi parce que c'est un jeu indé 100% made in France, et du coup forcément encore plus envie, un peu comme Anya avec ses petits jeux mignons et un peu son versant un peu chelou, voilà. Tes petits jeux là. Exactement. Ces petits jeux mignons sur la dépression. Là. Et alors je vais... C'est horrible. C'est un peu horrible, mais c'était bien placé. Oui, je vois ça. Alors j'essaie de pas trop spoiler l'histoire, mais en gros ça prend place au XIVe siècle, donc durant la grande période de la peste noire. Et en fait, on incarne Amicia de Rune, donc, qui vient d'une famille noble, qui a 14 ans, et qui a son petit frère très malade qui s'appelle Hugo, 5 ans. Et en fait, tous les deux sont issus d'une famille de nobles qui sont au service du roi de France. Donc déjà, ça pose un peu les bases. Et en fait, ils vont voir leur destin chamboulé, parce que comme tous les jeux vidéo, il se passe quelque chose, au moment où l'Inquisition décide de s'attaquer à leur famille. Donc, je vous dis pas ni c'est le père, ni c'est la mère, la famille. Voilà. Donc, je vous laisse un peu l'indice. Et en fait, ils veulent s'emparer d'Hugo pour des motifs plutôt obscurs. Pareil, sans spoil. Mais liés à cette invasion de rats dévoreuses de chair, qui est aussi porteur de la peste. Donc, quand je dis dévoreuses, les rats, donc dévoreurs, c'est aussi bien les animaux que les humains. Les animaux. Parce que j'ai un chien, donc je me dis quand même les animaux. Non, mais parce que, voilà. Ouais, sans spoil, voilà. Voilà, c'est toujours sans spoil. Donc, Amicia et Hugo, en fait, qui se connaissent pas tant que ça, parce que justement, Amicia, en fait, elle voit que son frère est souvent malade, donc que sa mère prend beaucoup de soin de lui, essaie de le guérir de sa maladie un peu, pareil, obscure. Donc, vont apprendre à se connaître, mais également à survivre dans ce monde fantastico, et aussi à déjouer les plans de l'Inquisition. Alors, clairement, dans ce A Plague Tale Innocence, la relation entre Amicia et Hugo sont au cœur de l'intrigue. Et également, en fait, là où ça m'a vraiment beaucoup marqué, c'est la justesse des personnages. Ce que je veux dire, c'est que là, on a vraiment un enfant de 5 ans, mais qui pose vraiment des questions d'enfant de 5 ans. Même moi, j'étais là en disant... ouais, ok. En fait, il m'énerve parce que je suis pas très enfant. Hein, par contre, désolée. C'est pas contre toi. Hein. Mais bon, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé ça énervant. Mais je me dis, mais c'est tellement bien joué en fait. C'est pas le syndrome de l'enfant génie des films américains qui sait tout, qui parle beaucoup et ouais, qui est un génie, exactement.
c'est vraiment une candeur, mais incroyable. Même moi, je me dis, mais je me voyais à 5 ans, mais je poserais les mêmes questions, c'est sûr. Je sais pas si t'as fait God of War, mais il y a un petit. Enfin, maintenant Oui. que tu dis, il y a un petit rapport, enfin, comme Atreus, donc son Oui. enfant là, il y a un côté où l'enfant est énervant, ouais, c'est ça. C'est il te pose des questions et tu fais, mais pas maintenant. Enfin, genre, j'ai pas envie que tu me parles maintenant, quoi. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est bien amené, c'est bien apporté. C'est justement. super bien amené, mais en fait, surtout, c'était Amicia, donc sa sœur. Je trouve ça. Ça fait du bien d'avoir ce genre de personnage féminin forte, mais pas qui tombe pas dans un cliché. Bon, je pense à Lara Croft, mais Moi aussi, je pense directement à ça. Je sais pas pourquoi, mais alors tout le C'est pas du tout tout le monde bonifie Lara Je comprenais Croft, mais rien du tout. oh là là, et voilà. mais voilà, c'est un cliché. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais Ouais, exactement. C'est l'archétype du personnage féminin fort, mais pas pour les bonnes raisons en fait. exactement. Alors que Non. là, c'est plus un côté protectrice de sa Exactement. famille. Mais en c'est fait. ça, mais surtout qu'elle a 14 ans. C'est ça. Elle a ouais. 14 ans et là, elle se dit faut que je prenne des décisions, que je sois responsable de mon frère, qu'on survive, que je prenne en compte que mon petit frère, il comprend pas les mêmes choses que moi, il a pas la même vision du monde que moi. Il faut que je lui explique. Enfin, rien que ça, moi, à 14 ans, je pense que ce serait pas impossible que je fasse tout ça. Enfin, Oh. je sais pas à vous, mais voilà. Non, mais elle est forte psychologiquement, surtout. Et elle n'est pas juste forte physiquement, c'est ça. elle devient pas une warrior. Non, c'est vraiment, elle est forte. Voilà, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment très très bien joué. Et du coup, donc je trouve ça super réaliste. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à cette histoire et à ce duo vraiment très très fort. Et du coup, au niveau gameplay, on alterne entre aventure, infiltration et un peu de puzzle. Donc il y a des petits énigmes par-ci par-là. Sachant que, sans spoiler encore, vous avez moins de 20 chapitres. Et, bon là je suis un peu donné quelques indices, vous pouvez jouer les 2 personnages. Quand ? Ça, c'est à vous de voir. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que, par exemple, dans Nier, par exemple, c'était pas le cas. Dans d'autres jeux, c'est pas le cas. Et là, on se dit, est-ce que... Oui, la réponse est oui. Donc j'espère que ça vous donne encore plus envie de jouer. Et en termes d'armes et de combat, Amicia, elle a sa fronde pour attaquer et aussi se défendre. Donc, vous pouvez tout au long du jeu crafter par des petits points. En fait, c'est bien fait dans le sens où je trouve que ça respecte le cadre historique du jeu. Ça prend pas le dessus sur ce qu'il y a autour, quoi. Exactement. C'est vraiment, on craft avec des cordes. Enfin, c'est vraiment, je pense qu'on aurait vraiment fait ça à l'époque, quoi. C'est pas un peu pas tiré par les cheveux. Et en fait, vous craftez justement pour plusieurs raisons. Soit, par exemple, pour dégainer votre fronde beaucoup plus vite pour les ennemis, ou également pour qu'elle soit plus discrète, parce qu'une fronde, déjà, ça met du temps, et en plus, c'est bruyant. Donc forcément, les ennemis, c'est pas top pas top pour déjouer les ennemis. Et après, je trouve que le level design est assez intéressant et assez bien travaillé, dans le sens où si vous adorez comme moi explorer les terrains, savoir s'il y a des collectifs par-ci par-là, là c'est royal. Disons qu'à la fin du jeu, parce que du coup j'ai terminé, j'étais à 50% des trophées. En ramassant pas tout, parce qu'en fait l'IA est quand même assez un peu taquin. Par exemple, les gardes, ils sont assez... j'ai hurlé des tonnes de fois dans ce jeu parce que l'IA m'a fait péter des câbles. Parce que parfois ça marche pas, il y a des petits bugs. Ou parce que la fronde, au moment où je la sors, ça fait du bruit, mais c'était pas du tout ça que je voulais faire. Bon, bref. Ce qui fait que, bon, ça, c'est... Enfin, tout ce qui est, par exemple... le level design, c'est super bien. Mais c'est vrai que... Il y a des phases, enfin, au niveau de la difficulté du jeu. Je trouve qu'elle est assez bien dosée parce que je pense que l'expérience se veut quand même très grand public. Pour que justement chacun puisse avoir son expérience sans trop avoir de difficultés. Je pense que c'est un peu similaire à The Last of Us, où on peut changer le niveau de difficulté si on se positionne à vraiment se focus sur l'histoire. Et en fait, le gameplay est assez propice aussi à la narration parce qu'il y a des moments de tension qui justement, qui sont d'ailleurs très immersifs, qui permet justement de rendre le jeu vraiment beaucoup plus profond. Et ensuite, par exemple, ça m'est arrivé des tonnes de fois quand je dois esquiver des gardes.
c'est tellement immersif que je panique moi-même en fait. Je suis en mode mais il faut vraiment que je parte et en fait je hurle dans tous les sens. Enfin c'est aussi apporté par la musique qui est vraiment vraiment géniale, qui est de Olivier de Rivière, qui avait travaillé sur Vampire. Alors j'ai pas joué, mais en tout cas les musiques sont vraiment fabuleuses. Ça j'ai rien à dire sur ça. Je sais pas si tu. Je suis ma victoire sur la musique en fait. Je trouve qu'il y a un travail incroyable sur des orchestres. Enfin je sais même plus ce que c'est comme instrument qu'il y a dedans, mais il y a des grosses parties violon tout ça. Après je suis pas un expert là-dedans, mais en tout cas j'ai réécouté les vinyles après. Il y a une espèce de pression qui est créée par la musique qui accompagne hyper bien l'ambiance. Et c'est une bande son que je trouve vraiment fabuleuse. Et d'ailleurs, alors, au moment où le podcast est sorti, le film est aussi sorti. Mais dans Joker, j'ai pensé à Plectel avec les musiques en fait. Donc c'est un film que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et ouais, je trouve que j'ai ressenti des moments de Plectel dans Joker juste grâce à la musique en fait. Et je trouve le travail est monstrueux sur aussi sur ça quoi. Mais en plus, même je trouve il y a un souci du bruit. Forcément quand c'est des phases d'infiltration, mais un souci du détail qui est vraiment je félicite vraiment les équipes derrière parce que c'est vraiment super bien fait. En fait je pensais pas que l'univers aurait pu être aussi vaste que ça, donc c'est vraiment une bonne surprise. Et même en fait il y a un truc qu'on ne parle jamais, c'est le doublage, et le doublage français dans A Plague Tale, canonissime, j'ai rien à dire. Ouais, il est top, ouais. Ouais, j'ai joué en français aussi. Ouais, Ouais, en français aussi. Ouais. Je joue rarement en français, et pareil pour les séries, mais alors là, chapeau. Je dois dire que c'est vraiment, vraiment nickel. Ça se passe en France. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeux en anglais, quoi. Il y a des jeux, genre, si je sais pas, je pensais à un jeu, c'est doublé en polonais ou sous-titré. Je sais pas, il y a des trucs qui. Je sais pas comment dire, il y a des doublages qui sont pas si bon que ça, ouais. Si bon que ça en fait. Et là, ouais, en fait, je trouvais que c'était vraiment. J'ai vraiment une mauvaise image des doublages en français. Est-ce que c'est parce que j'ai regardé Naruto une fois en français que c'était l'horreur? mais là, j'extrapole vraiment le truc. Mais voilà, là, c'est vraiment. J'adore la voix d'Amicia, par exemple. Je la trouve vraiment bien faite. Les émotions sont là, etc. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Visuellement, je l'ai aussi trouvé super joli, surtout les panoramas. J'avais l'impression de voyager. Je trouvais ça superbe. Vraiment, j'ai rien à dire. Alors, avec toutes ces qualités, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à ce jeu? Je dirais peut-être sa durée de vie. Parce que justement, c'était tellement bien qu'à la fin, personnellement, j'avais trop de questions en suspens. Trop de questions en suspens. Genre, j'ai l'impression que c'était... Il y a eu la base, qui a été... la base du pôle de questions qu'on se pose durant toute l'histoire. Mais il y a des petits détails qu'on se dit, ouais, j'aurais bien mis 1 ou 2 chapitres pour comprendre, en fait. Un peu plus en profondeur. Après, c'est moi. Voilà. Et certains lui reprochaient un peu son gameplay classique et ses animations un peu, parfois, qui manquaient un peu de constance. Après, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'on n'est pas sur un niveau genre The Last of Us. Je pense The Last of Us parce que c'est souvent comparé à The Last of Us aussi à Hellblade, Senua. Et c'est pas le même budget non plus. J'ai envie de dire, c'est une équipe vraiment à taille humaine. Déjà, c'est bordelais, c'est français. Franchement, voilà. Mais classique, j'ai envie de dire, ça passe tellement vite que c'est juste un détail. L'histoire est tellement bien que j'ai envie de dire que c'est pas... ça m'a pas perturbé plus que ça dans mon expérience. Et qui plus est, je trouve que A Plague Tale mérite d'être aussi connu que The Last of Us. On n'arrête pas d'en parler en ce moment parce qu'il y a le 2 qui va arriver. Mais je trouve que c'est vraiment... moi, c'était vraiment ma surprise de ces 6 premiers mois de 2019. Quoi. Et là, je me dis que normalement, avec tous les petits indices qu'on a, est-ce qu'il n'y aurait pas une suite? Je sais pas s'il faut une suite en fait, parce que non mais parce que franchement, vraiment sans spoiler, je suis là et je me dis, ils peuvent pas nous laisser comme ça en fait. Ils peuvent pas nous laisser comme ça. Après déjà, ça s'appelle Innocence 2. Innocence, rien que ça. Oui, mais le fait qu'il y ait un sous-titre, tu penses qu'il y aura un autre chapitre quoi. J'ai du mal à me dire qu'ils auraient pu juste s'appeler A Plague Tale en fait. Je sais pas comment dire ça. En fait, il y a ça, puis même la fin. Elle a pas
tort en fait. Oui, non, bien sûr. Quelque part, ça. Mais après, c'est l'innocence aussi de la relation des enfants, enfin du côté de l'ado et le petit. Mais je suis pas forcément d'accord avec toi sur la durée de vie, parce que justement, c'est suffisamment long pour être captivant sur plusieurs soirées. Tu le fais pas en une fois, je pense. Okay. Mais c'est quand même, enfin, tu vois, à trop rajouter de contenu, est-ce que justement tu vas pas te dire, là, on rentre dans une répétition. Là, je trouve qu'il y a aucun moment qui ressemble à un autre. Ah, ça c'est sûr. Les chapitres sont vraiment différents. Il y a quelque chose qui est très fort dans cette narration. Et justement, je suis content de me dire c'est passé trop vite. Parce que ça veut dire que j'ai savouré chaque moment en fait. Et justement, tout à l'heure, Anya, tu parlais de l'État de misfortune qui dure que 3 heures. Mais je pense que c'est 3 heures qui étaient intenses. Et si ça avait duré 5-6 heures, ça aurait peut-être été des trucs qui étaient meublés ou je dis une connerie, mais avec des quêtes FedEx où il faut chercher un truc à droite à gauche qui sert à rien. Après, Oui, Vas-y, Anya. Ouais. moi, clairement, je suis partisane de ce genre de format. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton histoire dure tant de temps, tu as besoin de tant de temps pour développer une histoire. Si c'est pas plus, bah ce sera pas plus, et puis tant pis. Effectivement, nous on a ce côté très consommateur de se dire j'aurais aimé que ça dure plus longtemps parce que ça m'a plu, parce que l'expérience m'a touchée. Mais finalement, derrière tout ça, il y a un travail de réflexion sur la narration. Enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de partis pris et beaucoup de choix faits parce que voilà, c'est aussi de la prod derrière et du budget. Mais voilà, est-ce que En fait, c'est plus que j'ai eu une légère frustration sur des éléments de l'histoire. Ouais. C'est plus ça, j'aurais plus aimé. En fait, c'est pour ça que j'espère qu'il y a une suite, parce que s'il y a des trop de questions en suspens, enfin, c'est vraiment dur d'en parler sans spoiler, hein, mais c'est sûr. Mais c'est vraiment je sais pas. C'est plus de ce côté. Enfin, c'est plus ce côté parce qu'en fait, il y a des chapitres qui sont en mode couloir. Hein. C'est t'avances et voilà. Et donc ces chapitres-là se passent très très vite. Donc après, tu passes à des chapitres hyper chiants, pas hyper chiants, mais où tu te dis, ouais, quand même, t'as 10 000 gardes, il va falloir que t'ailles de l'autre côté, est-ce que t'as assez de munitions sur toi, etc. Mais non, c'est plus ce côté, enfin, c'est plus que j'étais frustrée sur des petits éléments d'histoire, et moi j'aime bien savoir comment ça se passe sur l'histoire. Voilà, c'est plus bon. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, il est vraiment pas cher, je crois, il est à 30 € et des poussières. Il a baissé depuis la sortie, c'est 30-35 €. Et enfin, c'est vraiment déjà une bonne surprise, et de deux, une très bonne expérience. Moi, j'ai adoré. Il y a juste un point sur lequel je voudrais revenir. Je pense qu'on n'a pas trop parlé. Tu as parlé des rats, mais tu n'as pas parlé de tout le jeu qui est autour des rats en fait. Alors, le jeu, c'est un. Oui, parce qu'en fait, je peux pas spoil. Bah, non, mais t'as quand même. Enfin, on sait qu'il y a des rats, on sait qu'il y a l'Inquisition, et on sait que c'est un peu toi contre les rats, contre l'Inquisition. Oui, mais c'est des choses sur lesquelles tu vas jouer en fait. C'est-à-dire que les rats peuvent devenir un peu tes alliés entre guillemets, parce que t'as un jeu par rapport à la lumière qui est très fort justement. On parlait tout à l'heure de pression avec la musique et d'oppression, et c'est quelque chose qui est quand même mis au cœur du jeu. Enfin, même si t'as pas joué, tu sais que t'as des hordes de rats qui arrivent et que. Oui, c'est ça. Tu trouves, on va dire. Tu comprends les forces et les faiblesses des rats durant le jeu en fait, et tu peux rejouer avec ça, et c'est vrai qu'au début moi j'étais en mode alors je suis pas très forte dans les jeux d'infiltration parce que je suis très bourrin, et c'était très dur au début. J'étais en mode la fronde c'est sympa, mais il faudra trouver des moyens pour y aller mollo, et c'est vrai que moi je voyais en fait les rats comme quelque chose de vraiment hyper démoniaque. Et je dirais que j'étais un peu surprise de me rendre compte que je pouvais quand même trouver des alternatives, pas des solutions, mais de pouvoir dealer avec ça en fait. Moi, je pensais que vraiment c'était. Je pense que Catrus a mort d'envie d'intervenir. Est-ce que tu l'as fait du coup? Alors je l'ai pas fini, et je vais le faire. Mais toi, tu parlais que c'était dégueulasse qui tue les animaux. Le réalisme des enfants, il est très fort, et quand t'es parent en fait, moi franchement il me fait mal au cœur ce jeu. Ah ouais. Enfin il me quoi. En fait il me touche quoi, et tout le début, même quand il rencontre la vieille dans le village, tout ça. En fait, c'est hyper fort, et moi, je peux pas y jouer 2 heures à ce jeu-là, quoi. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Ah ouais. Et je vais y jouer un peu, puis je vais arrêter, je vais reprendre. Et en fait, c'est vrai que je l'ai pas repris tout ça. Mais rien que pour ça, en fait, il est hyper touchant. Et c'est vrai que d'avoir une gamine de 14 ans qui prend
Putain, en fait, ça m'émeut, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, voilà. Mais qui prend ses responsabilités par rapport à son petit frère et lui qui est tout petit, quoi. Enfin, putain, 5 ans, quoi, merde. Et qui se retrouve là-dedans et les réalités de ce monde-là et tu vois, de perdre ses parents, tout ça, en fait, c'est vraiment très fort, quoi. Alors, je pense que c'est que tous les parents qui disent ça, il faut être parent, tout ça, mais tu t'en rends compte de choses, mais ce genre de truc, en fait, moi, ça m'a touché beaucoup. Et c'est vrai que j'avance doucement sur ce jeu-là, je joue de temps en temps, et puis bon, là, en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais ouais, moi, ça me touche, tu vois. Enfin, le gamin, j'ai vraiment peur pour lui, quoi. Ah ouais. C'est pas. Ah ouais, mais je sais que c'est un jeu, tu vois, c'est pas grave. Et bizarrement, ce jeu-là, j'aimerais moins de gameplay, étrangement, parce que j'aimerais que ce soit plus narratif et que ce soit un jeu. Ouais. Ok. En fait, les phases de gameplay, par exemple, justement, après ce village-là, il y a un boss où tu dois le combattre. Ça m'a fait chier. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de me battre dans ce jeu-là. Ouais. Alors c'est pas grave, je vais continuer et l'histoire me drive et les personnages sont très bien écrits et ça c'est super cool. Mais en fait j'avais pas envie de le faire ce combat, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me battre et de toucher son point faible et tout ça. Non quoi. Enfin moi je joue deux gamins, ils vivent un drame. Ok, faut qu'ils se défendent et à la limite si tu me mets un QTE ou juste une scène, une anime, enfin non, j'ai pas le mot, aidez-moi. Une cutscene, voilà, c'est ça. Ça me va très bien en fait. Et bizarrement, tu vois, quand il y a un jeu dont la narration me prend comme ça au trip, m'emmène, bah des fois j'ai pas envie de cliquer d'appuyer sur les boutons en fait. Après ça va un peu de pair avec le côté de tension en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, je pense que ça aurait été des QTE et le jeu est quand même hyper tendu. Je pense que je serais un petit peu. Je pense qu'il aurait fallu peut-être une alternative, un mode sans. Je sais pas. Alors l'infiltration, quand tu fuis, ce genre de choses, les rats, etc. Ok, ça je trouve ça cool, ça met de la tension. Mais en fait, c'était plus le mode, tu te retrouves coincé dans une arène avec un boss. Ouais. Ça m'a déçu en fait. Mais tout le reste, par contre, est génial. Enfin, le fait, en plus que ça se passe en France, dans une période qui est rarement en fait évoquée ou qui est souvent plutôt fantasmée. Et là, elle est quand même assez. Alors, je sais pas si elle est très réaliste. Faut en parler avec des historiens, mais ça, c'est cool et c'est original et que en plus ce soit un studio français, comme tu dis, ça fait plaisir, quoi. Et pour moi, en fait, c'était un très gros jeu, tu vois. Je le mettais au même niveau que Last of Us, en fait, au niveau des ventes et tout ça. Je sais pas du tout ce que ça a fait, mais pour moi, c'est un grand jeu, en fait. Alors, de ce que j'ai entendu, ça a été un très très gros hit. Et c'est pour ça que je me dis, mais il devrait avoir une suite du coup, parce que ça a bien marché. Le sous-titre, alors est-ce que peut-être que ça sera Plague Tale et puis ça sera pas Innocence et à ce moment-là, c'est pas les enfants que tu suivras, mais c'est quelqu'un d'autre ou autre part, tu vois. Ou même, je trouve que. Enfin, non, en fait, c'est difficile, mais je trouve aussi que c'est pas une forme de préquel, mais en fait, on nous a balancé là avec la situation qui est quand même. C'est un peu le feu partout. Et c'est vrai que le côté avant, je sais pas comment dire ça. Il y a un côté avant qui j'ai besoin de comprendre. Ou autre part, peut-être. Ouais. Ou autre part, ouais. Je pensais à autre part, plutôt autre part que genre origine ou réminiscence, j'en sais rien. J'avais déjà pensé à un titre. C'est bon, on n'a plus besoin de brainstormer là-dessus. Inquisition. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Enfin, j'ai des gros espoirs sur. Non, c'est vraiment une super bonne surprise et. Depuis vraiment Life is Strange, je me suis dit, Life is Strange, c'était vraiment un jeu, je me suis dit, voilà. Et en fait, en y jouant, pareil, j'avais fait que un chapitre par soirée. Plague Tale, je m'étais fait 3 chapitres par soirée, parce que il y a des chapitres où j'ai beaucoup recommencé. Parce que c'est vraiment l'IA, voilà. Je dis pas qu'elle est nulle, hein, c'est juste qu'il y a des moments... comme tu disais, j'ai pas envie de passer par là parce qu'il y a 36 000 gardes, j'ai envie d'être au bout et de me dire ce qui se passe dans l'histoire, mais il faut que tu le fasses. Et très très bonne surprise. Je pense que c'est s'il y a un jeu début d'année qui, j'ai envie de dire, vous voulez une expérience un peu fraîche et en plus sur le français, je dirais Plague Tale, c'est sûr. Mais juste pour terminer, conclure avec le sujet, je pense que la scène dont tu parles avec le boss, c'est avec du recul la scène la moins importante et peut-être la plus nulle du jeu. Et au même titre, quand tu parles de Life is Strange, où dans je sais plus quel chapitre, le 2 je dirais, il y a une scène où tu jettes des trucs sur des bouteilles en verre. Ça sert strictement à rien. Ils ont fait ça à un moment donné.
Et évidemment, ça gâche pas le jeu, heureusement, mais enfin, voilà, c'est pour trouver un défaut et se dire ils ont fait un truc, et même eux l'ont regretté. Pour le coup, j'avais été à une petite conférence où ils disaient ouais, on a fait ça, on sait pas pourquoi, mais bon, c'était dans le jeu, tant pis quoi. Et là, c'est pareil, ce boss, tu te dis je vais me taper des boss comme ça, c'est chiant. Et en fait, il y a beaucoup moins de choses comme ça après, sans trop spoiler. Et heureusement, finalement, parce que c'est vraiment la scène qui sert à rien, quoi. Ouais, ok. Si, peut-être à t'aider à mieux t'occuper de ta fronde, à la limite. Mais c'est pas... Ouais, ça apporte rien de à la rigueur. Bon, en tout cas, on a bien compris que tu avais envie d'une suite. Et que mais peut-être la prochaine fois, je parlerai d'un jeu que j'aime pas. Hein, parce que ça fait quand même 2 fois. C'est bien de parler avec émotion et je pense que vous l'avez tous fait ce soir, enfin aujourd'hui. Donc c'est parfait. Juste pour faire un récap, donc c'est A Plague Tale Innocence, donc peut-être A Plague Tale le premier du nom, qui est déjà dispo sur PS4, One et PC à 30-35 € et c'est français, Cocorico. Cocorico. Et ce que j'ai pas dit, c'est que c'est mon GOTY pour l'instant, mais on verra l'année 2019, c'est pas terminé. On en reparle. Révélation. Ouais. Donc passez vos chroniques, on va maintenant faire un petit point sur nos fils rouges 2019, juste après ce petit jingle. Tu vas garder la parole, Ellie, et nous dire, toi, ton fil rouge, donc c'était jouer à plus de jeux mobiles, par exemple. Oui. Et je vois que tu fais les gros yeux, ce qui ne se voit pas à la radio. Alors je vais de ce pas allumer mon téléphone et me dire mais quel jeu j'ai. Et j'ai que des jeux. Alors j'adore les jeux de lettres en fait. Ouais, comme par exemple. Genre Classic World, les mots mêlés, je raffole des mots mêlés. Il y a un jeu où, tout ce qui est jeu mots mêlés, numéro 1, 2, 3 sur Android, j'y joue. Je joue à que ça. Non mais c'est terrible. Mobile, ça marche. J'ai honte de dire que parmi mes émissions préférées, c'était Chiffrer des lettres. Hein. Y a pas honte. Enfin, je regarde ça avec ma grand-mère et j'ai pas de soucis. Ah d'accord. Non mais parce que tout le monde me regarde avec des gros yeux en disant mais Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, j'avoue, moi je jouais juste pour les chiffres et les lettres, je faisais autre chose. Et tu vas intervenir en tant que personne moins jeune autour de la table. Non, je disais que moi je vous jugeais là-dessus. Ah d'accord. Ok. Super. Juge. Superbe. Et du coup, je sais qu'il y avait Mario Kart Tour qui était. Oui. Quoi? Oh là là, il y a un taquet. Ah, j'ai pas aimé. J'ai joué 5 minutes et je l'ai désinstallé. On a entendu. Hein. Tu veux, Anya? Moi, je trouve que c'était pas mal. Enfin, je trouve que c'est. J'ai pas du tout joué, mais alors j'ai pas joué 3 heures. Enfin, je veux dire, j'ai passé 20 minutes dessus. C'était cool parce que je trouvais ça fluide et tout ça, mais après, j'aurais difficilement de quoi faire des louanges sur un Mario Kart, quoi. Enfin, c'est. Je pense que j'aime trop Mario Kart pour pouvoir y jouer sur mobile. C'est peut-être le fait qu'on touche à une de mes licences favorites d'enfant qui m'a un peu dérangé. Et l'autre truc qui m'a dérangé, et c'est pas lié au jeu, c'est les réactions des gens. Parce qu'on a un personnage aléatoire au début qui nous est distribué. Moi j'ai eu Toad ou je sais pas. Et les gens les gens, des garçons, des connards se sont plaints d'avoir j'ai eu Peach, c'est abusé. Pourquoi je l'ai eu ce perso-là. J'ai eu une polémique là-dessus. Genre il y avait Princess Peach en trending sur Twitter, juste à cause de gros cons quoi. Voilà. Mais moi j'aurais bien aimé ambiance. Ouais, non, mais je dis ah ouais, donc c'est pour ça qu'on parle de Mario Kart aujourd'hui quoi. Mais en dehors de ça, pour revenir au jeu, je sais pas, le fait de jouer, c'est pas maniable au début, donc il y a peut-être un temps de prise en main que j'ai pas pris et j'ai vite désinstallé. Mais non, je sais pas, j'ai pas du tout accroché quoi. Il y a d'autres jeux mobiles bien mieux que ça, je trouve. Déjà, je voulais parce que Marion en avait parlé dans un autre épisode, donc je voulais jouer à Rusty Lake. Ouais. Mais faut que je le fasse. Mais en fait, mon téléphone il bug très souvent, donc voilà. Mais oui, alors je suis en retard sur mon fil rouge. Mais t'es pas la seule, c'est pas grave, ça arrive. Donc les jeux de lettres, un peu Mario Kart et. Ouais, c'est terrible. Plus tard. Et Cutrus qui nous juge. Voilà. Et Cutrus qui nous juge, mais ça arrive. C'est pas vrai, je le fais aussi. Quel jour est-il, Cutrus? Il y a une semaine. Toi, Anya, tu fais la maligne là, mais dis-nous, à part les jeux indés que tu chroniques, est-ce que tu joues encore? Écoute, moi ça va, je trouve que je m'en sors bien sur mon calendrier. Non, j'avoue que je triche un peu parce que je suis pas censée le faire. On s'en fout, il n'y a pas de règle. Mais voilà, en vrai, je suis consommatrice de jeux indés, du coup, forcément, quand j'ai un coup de cœur, j'ai envie d'en parler. Mais non, j'ai l'impression que je suis dans les clous. Ouais, plus ou moins, je pense. C'est dans la moyenne par rapport à. Je crois que j'ai dû louper le mois dernier, par exemple. Mais j'étais en vacances. Et le prochain jeu que tu auras envie de faire, par exemple? C'est une bonne question. Il y en a beaucoup qui sont pas encore programmés tout de suite, mais faut que je vois un peu. J'avoue que j'ai un peu décroché, donc je me remettrai correctement. Enfin, je me remettrai à jour. Ok, bon, on te fait confiance. Cutrus, toi?
Attends, mais j'étais pas censé chroniquer, moi. Non, tu chroniques pas, là, tu parles juste de ton fil rouge. J'avais Tu fil sais. rouge. Eh ben écoute, on est en octobre, c'est cool parce qu'il y a plus que 2 mois. Après, je pourrais en choisir un autre. Ouais, voilà. Si un jour on vous demande de choisir un fil rouge, réfléchissez, pas 5 minutes avant. Non, j'ai pas du tout joué à Hearthstone. En vrai, je joue pas en ce moment, en fait, quasi. Ok. J'ai pas le D'accord. temps. Ok. Voilà. Et bah pour rester dans les mauvais élèves, moi j'ai pas beaucoup lu le mois passé. Tu veux pas qu'on échange parce que moi j'ai lu des trucs. Bah je pense que je pourrais plus facilement devenir légende de Hearthstone que toi. Et toi tu peux. Bah, je finis rang 5 tous les mois depuis quelques mois maintenant. C'est Après le plus dur c'est le plus du 5 facile maintenant. aux légendes. Mais non, moi j'assume, j'ai choisi, je continue. La seule chose que j'ai commencé à lire et même pas terminé, donc ce n'est pas l'adoption dont tu parlais, Ania, dans quelques honte. épisodes. C'est ça, l'adoption. Ouais, c'est ça. Que j'ai commencé à lire et je m'étais endormi, donc il faut que je recommence. Mais Horrible. Désolé. Non, j'ai commencé à lire un livre de Fabien Toulmé, dont on parlait la fois précédente. C'est toi, Ketrus, qui chroniquait dessus. C'est pas celui dont tu as parlé, mais c'est Ce n'est pas toi que j'attendais, qui est sorti en 2014, qui a l'air d'être une histoire touchante, mais je suis à la moitié, donc même pas un tiers, donc je peux pas trop le dire pour l'instant. Mais je trouve ça plutôt bien écrit, assez prenant, et juste je lis ça doucement, donc je peux... Voilà. Ouais, mais il est doué pour Ouais. les histoires du quotidien, tout ça. Puis j'aime bien son trait, donc ça accompagne bien ses histoires, donc ouais. Je vais essayer de lire un petit peu plus prochainement. Non, parce que les autres, j'en avais déjà parlé il y a un mois, donc oui, je suis un peu de retard. Donc là, c'était une session en fil rouge où on n'est pas très très bon en moyenne, mais l'année n'est pas terminée, et puis au pire, c'est pas très grave. Hein. On a fait des trucs un peu tous les mois, ou presque. Oui. Donc ouais, on va peut-être du coup parler des coups de cœur en transition. Moi, j'ai un coup de cœur qui est une application smartphone dont je vais vous parler, qui s'appelle Mapster. M-A-P-S-T-R. Ça fait rire Ketrus, mais je te demanderai pourquoi après. Est-ce que vous connaissez déjà ? Non. Non, pas du tout. Bah, donc au moins je vous aurais fait découvrir le nom. C'est un truc mais tout con. En fait, ça permet de référencer des restaurants ou bars. Alors je dis sur Paris parce que je vise Paris, mais je pense que ça marche ailleurs. Mhm. Ça me permet de dire putain, j'ai fait un resto trop bon, tel type de cuisine, etc. Et du coup je le note. J'ai mis des différentes catégories, genre asiatique, italien, je sais pas quoi, latin, latino, etc. Si j'ai envie d'y retourner ou pas, si c'est un brunch, etc. Et à un moment donné où j'ai pas d'inspiration, je fais ok, j'ai envie de manger quelque part, je sais pas où, viens, enfin j'ai un rendez-vous avec quelqu'un et on va où ? Je fais attends, je regarde mon application et là toutes les adresses que j'ai notées précédemment. Je fais ok, donc il y a quoi d'ouvert dans le quartier, on n'est pas loin, machin, et je tombe sur mes adresses que j'ai notées précédemment. Ok. C'est tout con, c'est comme un Google Maps, mais je trouve en mieux fait, en plus intuitif. Donc, Parce que j'ai cru que tu allais nous parler de Foursquare là. Parce que c'est un. Non. Ouais, en fait, pour Ouais, moi, je c'est pense à exactement ça, Foursquare, en fait. ça Ah, ressemble un merde, peu à ça, ouais. mais je sais pas, enfin on me l'a présenté et je fais c'est cool, et du coup j'utilise depuis je sais pas, peut-être 2 mois, donc une semaine pour Ketrus, mais ouais c'est plutôt cool, voilà. Bah, Et puis j'aime bien bouffer comme plein de gens, donc Mapster tout simplement. Mapster. Ok, parce que j'ai cru que c'était un mélange avec Citymapper, Mapster. Bah ça se trouve il y a d'autres applications qui le font, mais j'utilise Ok. celle-là parce qu'on me l'a présenté une fois au resto. Et Et du coup, c'est assez intuitif, l'interface et tout. ouais, je pourrais te montrer si tu veux après. Magnifique. Voilà. Puis c'est déjà dans la description du podcast si vous voulez voir par vous-même comment ça marche et à quoi ça ressemble. Ok. Ketrus, toi qui rigolais quand j'ai parlé de ça. C'est vrai que j'aime rigoler. Ouais, t'aimes rigoler. T'es un mec marrant déjà de base. Hein. Merci. Toi, est-ce que t'as un coup de cœur Ouais, j'ai un coup de cœur de 2014. Ah, j'aime bien. J'aime bien quand tu fais ton vieux comme ça. C'est bien. Non, en plus, non, il est sorti sur Switch en mars 2019. Donc ça va. Oh, Ouais. c'est presque pas du rétro gaming. Alors, c'est par rapport aux jeux mobiles aussi, parce que j'en avais marre de jouer à des jeux à la con. Alors, en fait, c'est marrant les jeux où tu poses ton cerveau dans le métro, tout ça. Mais j'en avais marre et j'avais envie de m'en faire un nouveau. Et en fait, on m'a conseillé Gem au soir. C'est un puzzle game, un peu, tu vois, où comment c'est ça, c'est puzzle game quand tu dois aligner des gemmes, tu vois, et t'as des bonus et tout ça. Candy Crush Like, on Candy peut dire. Crush. Candy Crush Live, voilà, c'est ça. Pourquoi pas, Ouais, c'est je pense rigolo. que Il y a c'est des une catégorie il y a des- à la ref. il y a des monstres, tout ça, pourquoi pas. Un truc où aussi on pose le cerveau. Et en fait, pas du tout. C'est hyper profond. C'est beaucoup plus que ça parce que c'est un Candy Crush Like RPG. Et Ah oui. aussi, voilà. Donc en fait, tu as des héros, tu as 4 héros. Et tu vas affronter 4 monstres ou 4 héros en face. Et chaque héros a un pouvoir qui se déclenche en fait avec du mana. Le mana, c'est la couleur des gemmes que tu lis. Si tu lis 4 gemmes, tu as des tours supplémentaires, etc. Blablabla. Chaque héros a des niveaux que tu peux augmenter. Il a aussi des aspects qui sont des bonus en plus, etc. Il a un ou plusieurs types d'unités. Donc quand tu les lis avec les autres unités, ça te donne des bonus. Et il y a des centaines de cartes en fait, parce que vu que le jeu est vieux et que les mecs sont des gros malades et qui mettent du contenu tout le temps en permanence, il y a
PV. PVP, il y a du PVE, il y a des guildes, il y a des guerres de guildes, il y a des événements hebdomadaires, il y a des... Enfin, ce jeu, franchement, allez-y, allez regarder si vous aimez un peu les RPG, les jeux de combinaison, les jeux de combo, et en plus, vous aimez bien faire du Candy Crush, mais où tu peux péter la gueule aux gens. Et voilà, non mais alors vraiment c'était le truc, franchement non mais tu rigoles, non mais t'as raison de rigoler parce que moi je rigolais aussi, et je me suis dit c'est un jeu à la con, et en fait c'est pas un jeu à la con du tout quoi. La surprise. C'est un jeu, non mais en fait c'est n'importe quoi ce jeu, il y a 5 à 10 ressources différentes à exploiter dans le jeu qui te donnent tous des trucs différents, enfin c'est assez, non franchement, quand t'aimes bien les jeux de cartes, voilà, en plus. Okay. Quand t'aimes bien les jeux de cartes et quand t'aimes bien un peu le RPG, alors c'est pas Tactics, mais il y a des combinaisons, enfin tu peux faire 12 000 équipes différentes. Enfin, c'est un jeu hyper profond qui paye pas de mine comme ça de loin et qui est vraiment bien. Donc voilà, si vous aimez bien bouger des gemmes à la con et surtout faire du team building, c'est alors cool. du coup peut-être je suis passée à côté, mais je suis pas sûre d'avoir eu le nom. Gems of War. Ok, Pardon. Gems of War. Comme God of War, mais avec des gems. Le titre, ouais. Oui, ou Ok, comme je sens. d'autres trucs. Non, mais du coup, c'était plus facile à retenir comme ça. C'est Ouais. ça. Et du coup, donc, Les gemmes de la guerre. Je me souviens C'est gratuit en plus. Oh, c'est gratuit. Ah, j'imagine que tu dois payer pour avoir des options. Enfin, c'est un freemium. Oui, bien sûr. mais bon. Alors, évidemment, ils peux bombardent y jouer. toujours. Tu peux acheter plein de trucs, mais tu t'en fous. Tu peux jouer gratuitement. Je me souviens d'un Catrus qui me disait il y a 15 minutes non, mais moi, j'ai pas le temps de jouer en ce moment. Mais non, parce que je cherchais un jeu à jouer dans le métro. Ouais, Voilà. ok. Alors après, tu te retrouves à collecter tes gemmes et collecter tes trucs le soir à minuit, machin. Mais... Voilà, c'est ça. Mais on a tous nos petits défauts. Putain, mais c'était Comment tellement... ça clash ici? C'était tellement gratuit. Non, mais c'est vrai. t'as Oh, raison, ça t'as va. raison, t'as raison. Et toi, Anya, ton coup de cœur? Alors, j'ai un peu de mal. J'hésite encore hein, à vous parler soit d'un truc que j'ai bien aimé, qui n'est pas forcément un coup de cœur, mais un truc que j'ai bien aimé, ou entre faire un super coup de gueule. Tu peux faire un coup de gueule. Certains l'ont fait. Ouais. Bisous, Zef. Bisous Zef, exactement. Donc je vais prendre le même chemin que Zef et je vais vous parler de Time Stories. Alors Time Stories, qu'est-ce que c'est ? C'est produit par un éditeur français qui s'appelle Space Cowboy. C'est un jeu de plateau narratif qui voilà, c'est pas vraiment un legacy game parce que c'est pas vraiment la même campagne. Donc tu as en fait un plateau de base qui est vendu à part entière et puis tu peux acheter des extensions à 20 balles, je crois qu'il y en a 8-10 avec des histoires différentes dans des univers différents. Et le gros du pitch, c'est tu joues un agent dans une agence de temporalité. Alors je sais pas si ça fait une agence sens. temporelle, ouais. Une agence temporelle. Et tu t'es missionné, toi et tes amis, pour réparer des failles temporelles à travers le temps et l'espace. Donc jusque-là, rien d'original. Hein. Mais en tout cas, le format me plaisait. J'ai un groupe de 4, donc je me suis dit, allez, allons-y. J'ai été prise dans le truc parce que je crois que j'ai toutes les extensions aujourd'hui. Donc ça fait un petit budget, mine de rien. Et en fait, ils ont annoncé à Cannes qu'ils allaient sortir une V2, donc il y a une refonte de la mécanique de base et du plateau de base. Donc ça voulait fatalement dire que en fait, ils allaient sortir une dernière extension sur le plateau V1 et puis arrêter la production sur cette méca-là. Donc, il est sorti. Alors, j'ai aucune idée des dates, mais il est sorti en tout cas. C'est une extension qui est sur. Alors, oh là là, j'ai trop de mal, trop de mémoire. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. C'est sur. Alors, c'est un univers médiéval, je crois, de mémo, qui prend place à Paris. Voilà, exactement, c'est le roi Soleil, donc voilà, Louis XIV. Donc on est envoyé à cette période-là parce que l'agence nous dit qu'il y a une faille temporelle à cette période-là et sur cette partie de l'histoire.
Je peux pas trop vous en dire parce que quelque part il y a des enjeux de méta où en fait t'as un fil rouge par rapport au fait que tu bosses pour cette agence-là, machin. Donc j'essaie de rester un peu vague et de vous en dire quand même un petit peu. Mais grosso modo, c'est le final après 8 épisodes de voilà, t'as bossé pour cette agence tout le long et il s'avère que pendant tes missions, t'as trouvé des trucs un peu bizarres. Donc des données un peu méta. Et en fait, avec les scénarios, à chaque fin de scénario, tu as la possibilité en fait de récolter des cartes et de les mettre dans un deck à part entière pour dire voilà, j'ai récolté cet objet, je ne sais pas, je ne l'ai pas identifié, mais je sais que ça va me servir pour plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc j'en ai profité ce week-end pour faire cette dernière extension. Qui avait somme toute l'air pas mal du tout parce que en plus l'époque me plaît, mais en fait gros chagrin, enfin grosse déception. Je me suis rendu compte après 8 saisons que en fait tout ce que j'avais récolté en méta, j'avais pas collecté assez de méta pour pouvoir avoir le fin mot de l'histoire. Alors, déception. Grosse déception. Parce qu'en gros, en fait, à la fin, on te demande ouais, bon, c'est cool, tu as réussi ce scénar-là, mais est-ce que tu as collecté les temps de gemmes qu'il fallait tout le long de ton aventure ? Forcément, tu passes à côté et en plus, tu sais même pas à quoi ça te sert in fine. Donc non, je les ai pas tous récoltés. Et ce qui fait que, en fait, ils te font flasher un QR code qui t'envoie vers un site et qui te demande un mot de passe qui est lié au nombre de cartes que tu as collectées le long des scénarios. Donc, en fait, ça fait absolument pas sens. Et du coup, c'est d'autant plus frustrant parce que du coup, tu as quand même... Enfin, moi, j'ai dépensé pas mal de thunes dedans. Et à la fin, tu n'as pas de réponse offerte puisque tu n'as pas le code. Donc, je suis quand même allée voir sur Reddit et sur Internet, grosso modo... le code qui demandait in fine pour savoir. Et en fait, non, tu penses avoir un semblant de réponse ou une vidéo ou peu importe la forme, tu penses commencer à avoir des réponses sur les données méta, mais non, en fait, ça t'envoie sur une vieille bannière market qui te dit achète la prochaine version de Time Stories. C'est sans fin. Ah, en fait, c'est sans fin. C'est un trou sans fin où grosso modo, toi, t'as de l'attente parce qu'il y a pas mal d'enjeux narratifs qui découlent de ce truc-là. Et en fait, tu t'attends à un gros truc et in fine, t'as rien. Mais vraiment rien du tout. Et c'est un peu frustrant. Je sais pas s'ils réservent ça pour la V2 du coup. S'ils vont faire mais je sais qu'ils sortent un livre en tout cas qui va justement parler de l'histoire du fil rouge par rapport à l'agence, par rapport au fait que tu sois agent et que tu aies travaillé avec des gens pas forcément recommandables. Ils vont donc sortir un livre sur cette histoire-là, mais du coup je me pose vraiment la question de leur strat market et en fait de ce qui s'est passé dans leur tête. Parce que moi, Space Cowboy, j'aime bien leur travail, en fait, et je suis assez surprise de ça. C'est quand même les mecs qui se sont placés sur le marché de la narration sur le jeu de plateau assez rapidement. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça et pas du tout à ce niveau de m'en-foutisme total. Donc, très, très déçue. Très, très déçue. Voilà. Tout ça pour ça, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Est-ce que Ellie, t'as un coup de cœur plus positif que ça ? Ça va pas prendre un même cheminement, mais sans être moins marqué. Je parlais cinéma coréen. Alors, je sais pas si vous avez vu Parasite. C'est génial. Non, faut que je le vois. Oui, moi, Génial. Ça faisait longtemps que j'ai pas autant aimé un film. Le dernier film que j'ai aimé, ça remonte à longtemps, c'était Old Boy. Parce que j'adore les histoires de vengeance. En coréen, tu veux dire ? En coréen. Ouais. J'ai trouvé assez incroyable. Et je vais parler d'un film aussi qui date de 2011, un peu comme Cutrus d'il y a longtemps, qui s'appelle I Met the Devil. J'ai rencontré le diable. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir la réaction de Cutrus au moment où ça a été prononcé, mais on aurait dit un enfant. Un grand enfant. Ouais, c'est Noël. Et en fait, c'est le film le plus éprouvant que j'ai vu. Le meilleur film de tous les temps. Mais Ah ouais. en fait, il m'a tellement marqué parce qu'il est éprouvant. Parce qu'il est déjà plus de 2h30. Ouais. Et alors, au début, je me dis,
c'est un peu à la Tarantino parce qu'il y a du sang pour du sang, c'est un peu grotesque. Parfois, ça frise le ridicule sur certaines scènes. Mais ça m'a tellement marqué par son côté. C'est infini, quoi. C'est infini. Moi, j'ai décroché au bout de 2 heures parce que j'en pouvais plus. Alors que d'habitude, c'est pas. Enfin, le sang, j'en ai pas peur et tout, c'est pas. Mais genre, mentalement, je n'en pouvais plus. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Là, je décroche direct. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est une course-poursuite entre un flic et un tueur en série, en fait, mais qui se complique. Et le film, il est haletant, c'est incroyable. Ce film, il est ouf, il est incroyable. J'ai commencé à le regarder, je crois, tu vois, genre vers minuit, en me disant, je me fais un petit truc après et me au coucher. Final... J'ai tout regardé. Ce film, il te tient en haleine. Tu peux pas aller pisser. C'est pas possible. Tu peux pas mettre pause. Tu peux oui, voilà, rien faire. c'est un peu comme. C'est vraiment. C'est ça carbure. Hein. Incroyable. Ce film, il est ouf. Faut que tout le monde le voit, ce film. Ah non, mais c'est. Et tu te dis que c'est fini. Et ça continue, quoi. Et c'est pour ça que je disais, au bout de 2 heures, j'en pouvais plus, en fait. Enfin, je sais pas comment te dire ça. J'ai l'impression d'être dans un tunnel infini. Je ne voyais plus la lumière. Ah, mais t'es pas en âge, mais tu allaites, quoi, en même temps que les héros. Non, mais si vous avez envie de voir une espèce de road movie, course-poursuite haletante qui n'en finit jamais, et ce film, il est fantastique. En tout cas, c'est le meilleur film de ce genre-là que j'ai vu, quoi. Et c'est comme... Les Coréens sont très forts dans tout ce qui est malsain. Vraiment, j'adore. Mais... c'est vrai. Non, mais parce qu'il est... style, ouais. Parce que dans Parasite... Non, mais parce que dans Parasite, dans All Boy, dans celui-là, je me disais, mais putain, mais ils réussissent avec brio, les tensions, la psychologie des personnages. Enfin, je me dis, putain... Il y a une petite anecdote dernièrement, là, donc il y a une semaine. En plus, je l'ai vraiment lu la semaine dernière. Il y a un autre film qui s'appelle Memories of Murder, qui est un film coréen, qui est pareil, film policier hyper beau. Enfin, il y a des scènes sous la pluie. Enfin, il est à tomber. Qui parle d'un vrai fait divers, en fait, d'un tueur en série ou d'un tueur qu'ils n'ont jamais retrouvé. Et ils l'ont retrouvé là ce mois-ci, en fait. Et le film date, je sais pas combien de temps il a le film, il a peut-être 10 ans, tu vois, un truc comme ça. Et ils l'ont retrouvé en fait là, ce mois-ci en Corée, ils ont réussi à arrêter le gars, quoi. Enfin, voilà, petite parenthèse. Mais effectivement, dans le cinéma coréen, tout ce qui est thriller, film policier, c'est le top, c'est dans le top mondial, quoi. Faut absolument regarder. Alors du coup, pour rappeler un peu l'histoire, parce que du coup on n'a pas trop parlé de ça. En gros, c'est un homme, donc sa fiancée a été tuée par un prédateur sexuel, un taré, quoi. Et du coup, il va se mettre en quête de tueur. Et en fait, comme tu disais, c'est une course-poursuite de qui va devenir le plus psychopathe, quoi. Mais vraiment, qui poursuit qui aussi, quoi. Ouais, qui poursuit qui est plus taré que taré. Enfin, c'est vraiment un combat entre deux psychologies. Et du sang, c'est vraiment à gogo, mais comment t'as fait ? Parce que moi, vraiment, quand je te dis, d'habitude, genre les films à Django et tout, ça va, c'est marrant, tu vois. Mais là, c'est marrant. C'est marrant. Alors, je pense que je serais plus invitée dans le contre-cast. Si, bien sûr, mais avec des policiers autour de toi. Vas-y, continue. Mais là, en plus, c'est pas, enfin, c'est plus de 2h30, quoi. Parce que le dernier que j'ai vu aussi, c'était Burn. Un film coréen aussi, pareil. Mais en fait, il y a des je pense que ça te plairait. C'est dans le même style. Mais en fait, et ce qui m'énerve un peu dans les films coréens, c'est les fins. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tout comprendre, tout savoir. Et du coup, c'est tellement soit ouvert, soit c'est comme ça et ce sera pas autrement. Ou sinon, je sais pas, ça me prend à contre-pied. Du coup, je m'attendais pas à ça. Et des frustrations, déceptions ou bonnes surprises. Et c'est vrai du coup là j'ai bien aimé la fin, mais tu vois, genre dans Burn, qui est un autre film, du coup je suis en mode ah oui, c'est ça, un peu comme toi avec ton histoire Time Stories, tu vois. Et alors oui, voilà, donc en gros c'est un film qui m'a extrêmement marqué, mais je sais pas dans le bon sens, je dirais, pas dans le sens si j'ai adoré ou j'ai pas aimé, c'est juste que c'était éprouvant. Ah ouais, éprouvant. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Exactement, c'est trop ça. Mais voilà, c'était éprouvant. Je pensais pas que des films comme ça pouvaient te donner des sensations pareilles. I Met the Devil. Ouais, franchement, J'ai rencontré le diable en français. Tu l'as vu, Anya, toi ? Alors non, je l'avais pas vu, mais c'était dans ma liste, en tout cas. Ok, je pense que ça va être dans la mienne, du coup, je le note au chaud pour voir ça plus tard. Eh ben merci à vous. Ça y est, on arrive au bout. Donc je fais juste un rapide récapitulatif des chroniques sur lesquelles on est intervenu ce soir. Donc avec Little Miss Fortune, le Z-Event et A Plague Tale Innocence, et bien sûr vos fils rouges et coups de cœur respectifs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Anya, toi par exemple,
Quelle est ton actualité du moment? Toujours sur le blog qui est toujours inactif, mais toujours là. Anya-Gaming. J'ai le même syndrome. Ça a été horrible parce qu'à chaque fois que je vais en parler, je vais me rappeler qu'en fait, ça fait des mois que je me dis que je vais réactualiser parce que j'ai énormément de matière. Mais en fait, j'ai pas le temps. Donc, je le fais pas. Mais sinon, sur Twitter, Anya Gaming. Eh ben, tu verras sur Twitter, pour ceux qui le font pas déjà. Toi, Queutrus, ton actu? Toujours dans Whispero, c'est Comics Outcast. D'ailleurs, on a lancé officiellement notre label, qui existait déjà, mais là c'était officiel. Ça s'appelle Vaisseau Hypersensas, tu vois, un petit côté rétro. VHS, comme on dit. VHS, sinon, ouais. Et voilà, on est là, on a des projets derrière nous et c'est cool. Et Whisperos, ça parle de Game of Thrones, Il paraît, ouais. une série qui est terminée. Ouais. Vous avez encore des choses à dire dessus? On a encore des choses à dire, ouais. Exactement. On va Ok. revenir, on va communiquer dessus. Vous pouvez écouter la dernière émission qui a eu lieu il y a une semaine. Non, l'émission de septembre qui était super cool. On faisait un retour sur toute la série en fait, avec des invités qu'on avait déjà eus et surtout avec des auditeurs qui ont été géniaux. Alors je vous conseille vraiment d'écouter cette émission, elle était cool et c'est pas juste parce que je suis dedans et que c'est mon podcast, mais elle était vraiment très bonne ambiance. Il y a déjà le lien un peu plus bas d'ailleurs. Si tu Fais voir. toi sur ton téléphone, tu scrolles là, voilà. Putain, Voilà. mortel. Ah, c'est bien fait. Hein. C'est juste en bas. Ok, donc tu vas ouf. cliquer juste après avoir écouté où est-ce qu'on pouvait retrouver Ellie sur Internet. Après avoir fait une pause de 2 mois des réseaux sociaux, de tous les réseaux sociaux, j'ai même problème qu'Ania. J'ai un blog, mais d'actualiser, ça fait longtemps. Donc généralement sur Twitter. Sur Twitter, sur Hello Ellie. Très bien. Et je vous remercie à nouveau. Et puis surtout, on s'abonne. Parce que quand on aime un podcast, on s'abonne. Et si on aime beaucoup, on en parle. Si on n'aime pas trop, on en parle aussi quand même. Pour que les gens qui n'aiment peut-être pas les mêmes choses que vous aiment ce podcast. Donc faites la pub à la machine à café là, quand vous arrivez au boulot ou à la maison. Peut-être que tout le monde ne connaît pas la maison si vous avez des enfants, femme, mari, ce que vous voulez, des parents. Il faut en parler. Et comment s'appelle l'enfant qui est intervenu tout à l'heure d'ailleurs? J'ai oublié de te poser la question. C'est Swan. Swan. Du coup, si on compte Swan et toutes les personnes autour de la table, ça fait combien de personnes en tout? C'est comme les étoiles. C'est 5. C'est 5. Ah ok, 5. Comme 5 étoiles qu'on doit mettre sur podcast. J'avais pas la ref. Apple Podcast, voilà, je sais plus comment on dit, bref. Et un commentaire pour dire. Et en plus, c'est génial, 5 étoiles. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre 5 étoiles quand même. Parce qu'en dessous, ça sert à rien, en fait. Ça ne fait pas de pub. Donc voilà. Ouais. Vous faites de la pub autour de vous, mais vous mettez 5 étoiles quand même, tout simplement. Et puis on se retrouve le mois prochain avec une table un peu différente, peut-être, on ne sait pas. D'autres sujets forcément intéressants. Peut-être un peu moins d'émotion que dans ce podcast, qui a peut-être trouvé son titre grâce à vous. Voilà, donc à très vite. On se retrouve dans un mois. Ciao. Bisous. Salut. Ciao.